Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi 11 novembre 1918, 11 novembre 2025. Les 107 ans de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en ce jour du souvenir. La France commémore tous les soldats morts pour la France. Cérémonie à suivre en direct sur France 24. L'inquiétude des Maliens face aux ambitions du JNIM, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, resserre l'étau sur la junte militaire au pouvoir et terrorise la population. Une jeune influenceuse vient d'être exécutée en place publique dans le nord du pays. Sa mort a suscité beaucoup d'émoi au Mali. Et puis des élections législatives sous l'œil de l'Iran et des États-Unis en Irak. On vote depuis tôt ce matin dans le pays pour renouveler le Parlement. Dans un pays gangréné par la mainmise des milices armées, les électeurs n'ont guère d'espoir de changement. Et c'est sur ce pays largement passé ces dernières années sous les radars médiatiques et que nous allons nous arrêter avec mes invités jusqu'à 10h45. Après le cessez-le-feu à Gaza, l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, la chute d'Assad en Syrie, les Irakiens voudraient que leur pays retrouve sa voix VOX et sa voix VOIE. Est-ce seulement possible tant l'emprise des milices armées est immense, tant dans le pays et tant l'ingérence américaine et irakienne est prégnante? L'Irak aux Irakiens, est-ce possible? La défiance dans les institutions est telle que ces questions sont importantes et on les pose ce matin à mes invités, Anne Poiré, Adel Bakawan et Amar Alamedaoui. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Anne Poiré. Bonjour. Plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin. Prix Albert Londres, vos reportages ont été maintes fois récompensés et vous signez pour Arte l'Irak sous emprise, un documentaire passionnant à voir encore en replay sur le site de la chaîne franco-allemande. À vos côtés, Adel Bakawan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de la décomposition du Moyen-Orient qui est sorti chez Talendier. Amar Alamedaoui, plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes grand reporter ici à France 24 et vous connaissez extrêmement bien ce pays qui est l'Irak. L'Irak d'abord, c'est le slogan du Premier ministre irakien sortant, Mohamed Shia al-Soudani, candidat à sa propre succession. Et ce slogan de campagne dit beaucoup de l'endroit où se trouve ce pays, tant les appétits, je le disais, sont aiguisés à l'intérieur, à l'extérieur et au milieu des Irakiens qui voudraient bien pouvoir tracer leur propre route. On va prendre précisément tout de suite la direction de Bagdad. On vous retrouve Anne-Charlotte Roupi. Bonjour Anne-Charlotte, vous êtes devant un bureau de vote. C'est le 6e scrutin depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. 7000 candidats pour 329 députés du Conseil des représentants. Un vote toutefois sans beaucoup d'enthousiasme pour les Irakiens. Oui, on s'attend à un très faible taux de participation dans tout le pays, étant donné qu'il y a un désamour des électeurs irakiens envers leur classe politique. On l'a vu depuis 20 ans, depuis 2005 et les premières élections dans le pays après la chute de Saddam Hussein. Il y a eu une chute de participation progressive. Les premières élections, 75% des électeurs se rendaient aux urnes. Les dernières élections en 2021, 41%. Et on attend une participation particulièrement faible cette fois-ci parce que l'un des grands représentants de mouvement, le leader sadriste chiite nationaliste Moqtada Sadr, a appelé à boycotter ces élections. Il avait remporté les suffrages lors des dernières élections, mais n'avait pas réussi à former une coalition et donc un gouvernement et avait fini par démissionner et laissant la place à la coalition chiite majoritaire ensuite au Parlement qui avait fait venir Mohamed Shia al-Soudani au poste de Premier ministre. Et donc, cet appel au boycott qui semble être particulièrement suivi pourrait avoir un impact conséquent sur la participation. Cependant, dans le bureau de vote, dans le quartier de Karada où je me trouve actuellement, la participation est légèrement supérieure à ce qui était attendu.
Marie-Charlotte Roupi en direct de Bagdad. Merci beaucoup Marie-Charlotte. On va revenir bien sûr sur la crise politique qui a vu l'arrivée au pouvoir de l'actuel Premier ministre chiite et ce boycott bien sûr qu'évoquait Anne-Charlotte à l'instant. Ce sont des Irakiens, Adel Bakawan, je ne l'ai pas dit, mais vous rentrez tout juste d'Irak. Vous y étiez pendant plusieurs semaines. Ce sont des Irakiens socialement fatigués qui vont aux urnes aujourd'hui ? Oui, absolument. Vous avez une coupure généralisée entre la société et les élites politiques. Ces élites politiques, enfin, on me dit clairement, si on arrive à taux de participation à 30%, on serait vraiment très, très satisfait. Oui, il y a la fatigue sociale s'est installée d'une manière structurelle depuis plusieurs années. Ben, écoutez, ces Irakiens, ils étaient dans la rue en 2019. Ils étaient assassinés collectivement par les organisations miliciennes, des Irakiens chiites assassinés par des milices chiites, hein, et sans être protégés ni par le gouvernement, ni par l'armée irakienne, ni par les CTS, ni par le Mukhabarat, ni par la communauté internationale. Devant le monde entier, on a assassiné 600 personnes, 21 000 blessés, 29 000 incarcérés, et jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a cette fatigue sociale. Hein, cette fatigue sociale. Anne Poiré, Anne-Charlotte Roupi évoquait un désamour vis-à-vis de la classe politique irakienne. On pourrait parler même de détestation, hein. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. La révolution Tishrin de 2019 est complètement passée sous les radars pour nous, alors que c'est toute une classe d'âge, toutes des groupes sociaux qui ont demandé des choses auxquelles on peut complètement se relier. Ils demandaient des services publics, de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Ça fait écho à beaucoup de mobilisations que l'on voit aujourd'hui. Absolument, qui sont des revendications absolument basiques. On le raconte dans le documentaire. Il y a notamment tout un groupe de jeunes à Nadjaf qui se sont mobilisés en 2019 et qui disaient: on veut un pays chiant, on veut un pays normal, en fait, on veut un pays dont on parle plus, qui profite de ses richesses, qui profite du pétrole, qui profite de tout ce qu'on a, et ça n'advient pas, et donc ça use effectivement les gens. Ce qui s'est passé en 2019, effectivement, non seulement c'est passé sous les radars médiatiques, mais ça s'est pas transformé dans la société. Les gens ont été assassinés, les gens sont terrorisés. Nous, on a eu l'année dernière, quand on est allé tourner pour ce film, on a retrouvé la famille d'un disparu qui est devenu un peu un symbole des disparus en Irak, qui a été enlevé les mois après les manifestations et dont la mère est toujours à la recherche. Il y a eu un vernis de recherche par le gouvernement. Ils ont condamné des gens, mais globalement, les vrais commanditaires n'ont pas été arrêtés. Voilà. Donc, et les gens sont terrorisés. On a eu beaucoup de chance qu'ils acceptent. Ils ont fait preuve d'un courage immense de nous parler à visage découvert. La plupart des gens ne veulent pas parler sont encore terrorisés. Parce que quelqu'un qui vous parle, il se met directement en danger. On peut arrêter non seulement lui-même, mais aussi toute sa famille. Sans justice, pas de paix sociale en Nice. Ça vaut pour l'Irak et ça vaut ailleurs dans le monde. Répression en 2019, crise politique qui s'en est suivie. On a évoqué la figure de Moqtada al-Sadr qui boycotte et a appelé ses partisans à boycotter le scrutin d'aujourd'hui. Et la situation n'a pas changé. Infrastructure médiocre, corruption endémique, services publics défaillants. C'est ça l'Irak d'aujourd'hui, Marc. Exactement. Et d'ailleurs, pour 2019, on a fait un documentaire avec Jonathan Walsh sur une révolution assassinée où il y a eu plus de 600 Irakiens qui ont été tués de sang-froid par ce qu'on appelle le troisième aliment, qu'on n'a toujours pas su qui c'était, ce troisième aliment. Beaucoup d'Irakiens pensent que c'est les milices proches de l'Iran qui ont tué de sang-froid des Irakiens qui sont sortis dans la rue pour contester contre la corruption et l'influence iranienne dans le pays. Donc plus de 62 activistes irakiens tête d'affiche ont été tués de la même façon devant chez eux, avec un pistolet, avec un motard qui arrive, qui vide son pistolet et il part. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a arrêté personne pour ça, ce qui fait que les Irakiens ont peur. Et un autre effet marquant pour ces élections-là, il y a un des candidats qui a montré officiellement son opposition à l'influence iranienne en Irak. Il était assassiné pendant sa campagne électorale. Donc les Irakiens ont peur parce que la machine dirigée par des partis
qui ont une schizophrénie parce qu'ils ont une représentation politique, mais ils portent des armes. Donc, ils sont avec l'État d'une partie et contre l'État avec notre partie. C'est-à-dire, même Soudani, il n'est pas sûr pour son survie et sa vie. On a toujours cette expérience qu'a vécue Al-Kadhimi, qui s'est fait bombarder avec un drone alors qu'il était dans son palais dans la zone verte. Donc, ces forces n'ont pas de limite. Donc, aujourd'hui, les Irakiens, lambda, qu'est-ce qu'ils pensent de ces élections? Ils disent, bon, on est entre 20 millions à 30 millions à appeler aux urnes. Il y a Muqtada Sadr qui boycotte, donc ce qui fait que peut-être le taux de participation cette fois ne sera vraiment pas fameux. Donc ils disent, en fait, ces élections, c'est une mascarade, c'est un rituel entre les élites corrompues et inaptes de diriger, donc c'est pas la peine. Et aussi, le système installé par les Américains après 2003, il permet à cette élite de continuer, parce qu'en fait, c'est pas le gagnant de ces élections qui va être Premier ministre et gouverner. C'est celui qui fabrique le bloc parlementaire le plus large pour qu'il puisse emporter. Et on a l'expérience d'Ayad Allawi qui a gagné haut la main, c'est un laïc anti-iranien, qui a gagné haut la main les élections face à Maliki. Finalement, c'est Maliki qui a gouverné parce qu'il a obtenu une coalition. Le jeu politique irakien est compliqué. J'ai à cœur que les gens qui nous regardent, et en partie parce que l'Irak, vous le disiez, Anne, est passé sous les radars médiatiques ces dernières années, comprennent bien qui sont les acteurs de ce jeu à multibande irakien. On va essayer de les lister et vous les avez évoqués entre les lignes tous les trois, bien sûr. On va commencer par ceux qui sont au cœur de votre film, Anne, ces unités de mobilisation populaire ou Hasht al-Shabi. C'est une nébuleuse de milices armées qui sont nées de la lutte contre le groupe État islamique à partir de 2014, victorieuses d'une certaine façon, qui ont payé un très lourd tribut dans la lutte contre les djihadistes, mais qui n'ont jamais été démobilisées et qui sont passées de simples milices armées aujourd'hui à acteurs politiques majeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il faut vraiment se remettre dans 2014, au moment où, je pense que pareil, on n'a pas forcément en tête ce qui s'est vraiment passé du point de vue chiite et du point de vue des Irakiens. En 2014, nous, on voit l'État islamique conquérir toutes ces zones et prendre Mossoul, mais les chiites, ils voient, et donc tout le sud de l'Irak, voit des hordes qui déferlent sur eux et qui sont d'une violence absolument folle. On se souvient des exactions de Daesh, évidemment. On en a payé le prix, mais ce qu'ils ont fait aux chiites irakiens est sans commune mesure. Je veux dire, les horreurs qu'ils ont commis contre les chiites sont vraiment quelque chose qu'on n'a pas en tête. Et donc, le pays, il y a eu une fatwa en 2014 qui a été émise pour mobiliser la jeunesse chiite et défendre le pays. Et vraiment, il s'en est fallu de peu pour que Bagdad ne tombe et que tout le sud chiite tombe. Et les jeunes hommes qui ont rejoint le front ont vraiment payé de leur vie, on fait preuve d'un courage inouï. C'est vraiment pour beaucoup des grands héros. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été souvent, ils sont vraiment allés sans aucune, vraiment avec leurs bras, ils ont combattu et ils ont demandé de l'armement et ils ont été organisés dans des milices qui existaient déjà pour certaines, qui étaient les milices qui s'étaient organisées via l'Iran pour combattre les Américains en 2003, qui étaient donc, elles, organisées et ça a créé cette espèce d'agglomérat. Donc l'État irakien a créé, enfin, il y a ces unités qui se sont créées pour un tout petit peu les coordonnées, mais finalement, au moment de 2017, quand elles auraient dû être démobilisées, elles ne l'ont pas été. Après la victoire contre le groupe après, voilà, islamique. la victoire contre Daesh. Parce que certaines de ces milices les plus proches de l'Iran, des milices qui étaient transnationales, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont des intérêts et des liens, parfois familiaux, en tout cas idéologiques, avec le Hezbollah, avec la Syrie de Bachar à une époque. Et donc, certaines de ces milices bougeaient sur plusieurs fronts. Et en 2017, certaines n'avaient pas intérêt à être démobilisées parce que pour elles, le combat continuait contre les Américains. En réalité, le pays, lui, passait en après-guerre, passait dans un moment où ils auraient dû être en paix, et ces milices restant puissantes, à la fois payées par l'État, avec des fonds irakiens, donc demandant une légitimité, disant nous sommes une force armée, on doit être... Et c'est pour ça qu'ils nous ont parlé, parce qu'elles sont en demande de légitimation et en disant nous sommes l'État irakien, sauf qu'elles ont aussi d'autres financements, certains sont directement... se servent sur l'État, se servent sur les villages, sur les villes, et
et font preuve d'une grande indépendance et ne répondent pas en réalité à l'État irakien. Et donc c'est cette ambivalence-là qui crée ce désordre terrible pour les populations. Et alors, tous ces milices ont été et sont encore responsables d'exactions en Irak. Précisément, comment, 10 ans plus tard, ces milices sont parvenues à imposer d'une certaine façon leur agenda sur l'État irakien? Écoutez, jusqu'à présenter des candidats aux élections aujourd'hui. À Bagdad, j'ai rencontré les chefs des organisations miliciennes et surtout les théoriciens. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Plusieurs théoriciens de l'ordre milicien que j'ai développé dans mes projets de recherche. Ils sont clairs, très très clairs. Sans comprendre leur vision de ce qu'on appelle, nous, les milices, on ne comprendra pas ce qui se passe actuellement en Irak. Eux, ils ont quelque chose en Irak qui s'appelle, depuis la chute de Saddam Hussein, Al-Hakimiyya Shi'iyya, c'est-à-dire la gouvernance chiite de l'Irak. Pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les dirigeants de cette gouvernance chiite en Irak, c'est pas soudanais, hein, les vrais dirigeants, pensent qu'ils n'ont aucune confiance en l'armée irakienne, ni en CTS, c'est-à-dire les forces antiterroristes, ni les mukhabarat, ni aux institutions de l'État. Le seul garant de la continuité de la Hakimiyya Shi'iyya, c'est-à-dire la gouvernance chiite de l'Irak, c'est les organisations Hashd Sha'bi. C'est la mobilisation populaire, c'est les unités de la mobilisation populaire. Ils nous disent clairement que si vous voulez des garanties qu'on n'attaque pas Israël, on vous donnera des garanties. Si vous voulez qu'on donne des garanties à ne pas attaquer les intérêts américains et européens sur le sol irakien, on vous donne ces garanties. Si vous voulez qu'on n'attaque pas le gouvernement régional de Kurdistan, qui est votre allié stratégique, on vous donne les garanties. Mais jamais, jamais, on s'engagera dans la discussion sur la dissolution de Hashd Sha'bi. Et ils disent même, Ayatollah Sistani, la plus grande autorité religieuse dans le monde chiite, pas seulement en Irak. Hein. C'est lui qui a émis la fatwa en 2014. Et évoqué Anne à l'instant, et qui a mobilisé. Jusqu'à aujourd'hui, il a été sollicité par les Américains, par les Européens, par les sunnites, par les Kurdes, par les chiites modérés pour émettre une deuxième fatwa pour désarmer. Il n'a jamais émis une deuxième fatwa. Pourquoi? Parce qu'on me dit, les théoriciens de cet ordre milicien, même Sistani, il est tout à fait d'accord que le garant de la Hakimiyya Shi'iyya en Irak, la gouvernance chiite, c'est les unités de la mobilisation populaire. Le deuxième enjeu, le plus important de ces élections-là, c'est le retour en force des Américains. On va y venir dans un instant, mais c'est juste, je rebondis sur... en fait, ils ont réussi à transformer ce qui est milicien banal, des hommes qui se mobilisent pour soit prendre les armes parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils souffraient et tout ça, soit parce qu'ils gagnaient de pouvoir dans leur quartier, parce que le système irakien reste un système tribal, donc les gens ils sont fiers de porter les armes pour le pays, comme ça quand on décède pour le pays, on a le drapeau et le portrait dans la rue, devant la maison et tout ça. Mais les Iraniens et tous ceux qui sont inféodés à cette idéologie, ils ont réussi à rendre sacrée la mobilisation. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Hashd Sha'bi, on doit dire l'Hashd Sha'bi sacré. C'est le sacré armé de l'Hashd Sha'bi. On ne peut pas dire juste les milices de l'Hashd Sha'bi. Donc ils ont réussi à lier le destin de la communauté chiite avec les Kalachnikovs de l'Hashd Sha'bi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont une puissance qui ne peut pas être combattue par un laïc ou par un chiite modéré, comme tente de faire Mohammed Shah Soudani, qui a été porté au pouvoir par la coordination, le cadre de coordination au pouvoir, qui sont pro-iraniens, c'est eux qui l'ont amené, mais il a vu le vent tourner, donc après le 7 octobre, donc il a essayé d'aller se rapprocher de la volonté américaine, mais sauf que lui
à tout seul, avec, même s'il peut gagner 50% des sièges aujourd'hui, il ne pourra pas gouverner sans qu'il montre qu'il est dans cette veine, c'est-à-dire les chiites et leur pouvoir est sacré, c'est pas que politique. Alors il est sacré, il est très concret. Hein. Anne, vous dites que dans le documentaire que c'est 8 millions d'armes légères en circulation aujourd'hui en Irak. Comment est-ce que les Irakiens perçoivent l'incapacité totale des autorités, de la structure publique à s'imposer face à ces milices qui, par ailleurs, pour complexifier encore un peu plus les choses, sont parfois en désaccord entre elles et en confrontation? Je pense que c'est ce qui est un peu, vous l'avez mentionné en début par rapport à ces élections, c'est qu'il y a une immense lassitude. Il faut pour remettre en perspective, c'est un peuple qui est en guerre depuis les années 80, qui a vécu cette guerre contre l'Iran, qui a vécu 91 sous Saddam Hussein, l'embargo, 2003. Donc et puis la guerre civile dans les années 2006, pareil, on a complètement oublié la violence folle. C'était des dizaines d'attentats chaque jour. Enfin, c'est un pays qui est les populations qui est exsangue en fait. Donc quelque part depuis 2017, il n'y a plus de combat ou quasiment pas parce que les attaques de drones et l'élimination de milices par les Américains, c'est quand même extrêmement ciblé. Donc ça n'affecte que très peu la population. Quelque part pendant ce temps-là, même s'il danse sur un volcan, puisque pour remettre en perspective, ce pays est vraiment la ligne de front entre les Américains et les Iraniens, donc c'est extrêmement instable. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de combat. Et pendant ce temps-là, quelque part, on peut vivre sa vie, on se tient à l'écart de la politique, on se tient le plus à l'écart de tout ça, et on peut au moins, le pays n'est pas en guerre. Vous avez évoqué à l'instant les deux autres acteurs majeurs de l'Irak aujourd'hui. L'Iran, qui en grande partie finance ces milices chiites. L'Iran, c'est 1500 km de frontières communes avec l'Irak. L'envoi, il y a quelques semaines, jours, d'un homme dont vous allez nous parler, Adèle, qui s'appelle Esmail Kani. Marc Savaya. Du côté iranien. Ah oui, Rahani. Je le dis pas comme il faut. Rahani, pardon. J'ai pensé que vous parliez de l'ambassadeur américain. On va y venir de l'ambassadeur américain, mais signe quand même de l'intérêt des Iraniens pour ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, ces milices irakiennes et l'Irak ces milices iraniennes sont le dernier proxy sur lesquels l'Iran peut compter dans la région après l'affaiblissement du Hezbollah au Liban notamment? Écoutez, l'Iran a relativement perdu Gaza, l'Iran a relativement perdu le Liban, l'Iran a définitivement perdu la Syrie. La situation au Yémen est très très fragile, c'est ce que j'ai appelé l'ordre milicien au Moyen-Orient est presque à terre. Le seul pays reste aux mains de l'Iran, c'est l'Irak. Et le problème des Iraniens, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de Donald Trump, je dis bien Donald Trump en personne, je ne dis pas les Américains, de récupérer l'Irak. Il était clair, il y a une semaine, il a dit on ne devait jamais aller en Irak et occuper ce pays en 2003. Et lorsqu'on l'a occupé, on ne devait jamais le quitter. Et lorsqu'on l'a quitté, on ne devait jamais le laisser aux mains des Iraniens. Aujourd'hui, il était clair, en nommant Marc Savaya, il a dit « Je veux récupérer ce pays en qui j'ai dépensé des milliards de dollars et j'ai donné des milliers de martyrs. » Alors aujourd'hui, les Iraniens, qui n'ont que l'Irak, avec qui ils partagent 1500 kilomètres de frontières, et dans ce pays-là où ils ont les 80 organisations miliciennes intactes, là, les Iraniens ne veulent pas absolument passer la main aux Américains. Seulement à l'intérieur de la maison chiite, vous avez 3 pôles. Vous avez un pôle désormais dirigé par Mohammed Shia Soudani qui a ouvert la totalité du pays pour les Américains. Pas seulement les portes, mais aussi les fenêtres. J'ai vu toutes ces entreprises américaines qui arrivent en Irak et qui souhaitent, grâce à l'accompagnement, au soutien des Américains, récupérer son portefeuille, c'est-à-dire redevenir le Premier ministre, ce qui est vraiment peu probable. C'est à peu près 1 ou 2. Et vous avez face à lui un autre bloc pro-iranien, dirigé par Maliki, Khazali, Hadi Amri. C'est vraiment les poids lourds de ce que j'appelle l'État profond en Irak. Et là, ils ont le soutien inconditionnel de la République islamique. Et entre les deux, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, il y a Muqtada
Muqtada Sadr. Il y a Muqtada Sadr qui a publié il y a 30-40 minutes un tweet pour dire vous êtes tous pourris. Et quand je dis tous, c'est tous. Donc, vous ne devez pas voter. Alors là, de 2003 à 2019, l'Irak était gérable parce qu'il y avait le partenariat américano-iranien. 2019, Donald Trump, très fâché, remonté contre la domination iranienne, demande au peuple irakien, en partie bien évidemment, de descendre dans la rue. Il y a eu le mouvement de contestation. Ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons les plus importantes, c'était vraiment la demande de Donald Trump. Et en 2020, Donald Trump lui-même assassine l'homme le plus fort du Moyen-Orient de la République islamique d'Iran, à savoir Qasem Soleimani. Et du coup, le pays est entré dans une impasse totale. Jusqu'à quand? Jusqu'à 2022. 2022, on amène l'homme le plus faible des chiites, c'est-à-dire Mohamed Shia al-Soudani, qui n'avait que 12 sièges pour gouverner le pays. Et le cadre de coordination, on l'appelait comment? Nous, pas le Premier ministre, mais le directeur général. Il disait, nous n'avons pas besoin d'un Premier ministre, on a besoin d'un directeur général. Aujourd'hui, c'est la discorde, encore une fois, entre les Iraniens et les Irakiens. C'est pourquoi mon hypothèse, et je m'arrête là, mon hypothèse, c'est qu'à partir de demain, c'est-à-dire le 12 novembre, le pays va entrer dans une impasse totale et globale. Ça va durer entre 9 mois et 1 an et demi pour former le prochain gouvernement. Et rebelote, le poids de l'Iran aujourd'hui en Irak Oui, peut-être pour apporter un peu de nuance, je pense que les milices, beaucoup de milices chiites en Irak n'ont pas forcément besoin de soutien financier de l'Iran. Ils ont leurs propres ressources. Et je pense qu'il y a une forme d'indépendance qui s'est créée, une forme de nationalisme aussi de certaines de ces milices. Et également, pour apporter un peu de nuance, l'Iran, de son point de vue, l'axe de la résistance, c'est aussi une façon de gagner en profondeur stratégique face à des ennemis qui veulent un changement de régime en Iran. Donc il y a aussi de leur part une impossibilité, notamment quand Daesh descend vers leurs frontières. Vous le dites, ils ont 1500 km de frontières. Il est hors de question de laisser s'installer un gouvernement djihadiste et encore moins un gouvernement complètement pro-américain, puisque c'est vraiment leur voisin immédiat et qu'il y a les lieux saints qu'il faut protéger. Donc il y a des intérêts comme ça qui sont un petit peu plus complexes peut-être. Pardonnez-moi juste une phrase. Juste pour cette nuance, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit, et je le dis jamais dans mes recherches, que les milices sont financées par l'Iran. Non, au contraire, ce sont les milices qui financent. Parce qu'ils ont c'est l'argent détourné de l'Irak et qui revient en armes pour les milices. Les Iraniens, finalement, c'est un bureau de change. C'est pas pour les milices, c'est pas autre chose. Là-dessus, sur le poids de l'Iran. Alors, en fait, concrètement, il faut savoir factuellement comment s'exerce l'influence iranienne et l'influence américaine. L'influence iranienne, on a vu ces derniers mois, il y a des visites mutuelles entre les chefs de sécurité nationale des deux pays, et notamment le chef de la sécurité nationale irakien, il est de Badr, il est proche de Nour el-Maliki, donc il échappe au contrôle du gouvernement de As-Soudani. Donc c'est un mec qui navigue tout seul, qui a le droit de faire des accords sans avoir l'aval de gouvernement. Donc il a fait des visites et il a rencontré Khamenei, il a rencontré son homologue Larijani et tout ça, pour apporter la stratégie iranienne pour ces élections. Comment l'Iran continue à être influente en Irak. Alors, ils ont conclu, ce qu'on a vu après, beaucoup de milices, c'est ça la schizophrénie des milices, c'est-à-dire ils ont décidé de garder les armes, mais aussi créer des partis politiques avec des noms très laïques, très modernes, et ils sont partis pour participer dans ces élections. Leur rôle, ce sera comme un cheval de Troie. Le jour où les élections vont se terminer, il faut chercher le bloc le plus puissant pour gouverner. Eux, ils vont sortir. Ils vont aller derrière le bloc pro-iranien pour désigner le Premier ministre. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on a vu avec Al-Khazali, qui est sorti de la coordination. Là. Il n'est pas avec eux sur ces élections. On a vu avec Kataeb, l'imam Ali aussi, ils ont créé un parti politique. Donc l'agenda est clair. Donc l'agenda est clair, c'est-à-dire l'Iran, de son côté, il s'est préparé pour créer des tranchées à l'intérieur du Parlement irakien. C'est-à-dire le lendemain, donc demain, si ils vont respecter les délais, parce que dans 24 heures, normalement, on va annoncer les résultats, ils vont essayer de voir qui a gagné le plus. Ils vont aller derrière lui pour
former le gouvernement. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, suite aux attaques en Israël, suite à la guerre contre le Hamas, le Hezbollah et au Yémen, ils ont dit il faut plus que l'axe de la résistance, cet axe créé par les Iraniens, ait de l'influence dans cette région. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La pression maximale. D'abord, on va sécher leurs sources qui alimentent leur machine, c'est-à-dire qui est le dollar, pétrodollar irakien. Parce que c'est pour ça qu'il y a une liste qui est sortie contre tous les chefs qu'on vient de citer, les têtes des fiches de bloc chiite, qui est vraiment très puissant. Ils ont mis tous ces noms sur les listes noires de la Banque centrale américaine. Donc, ces gens-là, normalement, ils n'ont plus le droit de faire des commerces et utiliser l'argent irakien pour les détourner en iranien. Cette phase, elle n'a pas été très concluante parce qu'ils ont beaucoup de sociétés et de manières de se retourner et faire passer l'argent quand même. Mais ils ont envoyé cet émissaire spécial de Donald Trump. Donc le fameux Mark Savaya. Voilà, qui est arrivé avec une phrase claire et nette. Je suis là pour désarmer les milices. L'effet marquant que cette histoire est en marche, c'est qu'il y avait juste avant une loi qui était censée être votée par le Parlement irakien en faveur des milices al-Hajj Qui donnait une autonomie institutionnelle. Les États-Unis ont réussi à faire et le vote. Du coup, dans un premier... Aujourd'hui, dans le match États-Unis-Iran, il y a 1-0 pour les Américains. 1-0 pour les Américains, vous êtes d'accord là-dessus, Anne? Oui, si ce n'est qu'effectivement, tout ça est très mouvant. Mais c'est sûr que le grand enjeu, c'est de comment institutionner ces milices et donner... vous disiez qu'effectivement, ils se présentent à des élections, c'était déjà le cas, il me semble. Ils avaient déjà certains députés, les Kateb Hezbollah, on n'a pas réussi à leur parler, même à leurs députés, par exemple. Mais c'est aussi logique que des gens qui ont payé le prix du sang puissent rentrer dans le jeu politique quelque part. Donc il faut leur trouver une place et il faut qu'ils acceptent. On ne pourra pas faire ça de toute façon. Mais on ne peut pas rentrer dans le jeu de politique en gardant les armes. Évidemment, parce que normalement, le jeu politique, c'est démocratique. C'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'il y a cette ambiguïté avec les PMF, enfin avec les unités de mobilisation populaire qui sont institutionnalisées. Donc quand on les rencontre, ils disent nous on obéit, on est l'État, donc je ne sais pas ce qu'on nous reproche. Ils étaient foudrage contre le documentaire en disant qu'on avait raconté des horreurs sur eux, que bien sûr ils n'étaient pas indépendants, que bien sûr ils n'étaient pas à la solde de l'Iran. D'ailleurs ils détestent ce qu'on appelle, on parle d'eux comme des milices, mais ils détestent ça. C'est vraiment quelque chose, ça a été une ligne rouge tout le temps dans la négociation avec eux. Nous ne sommes pas des milices puisqu'une milice est indépendante de l'État. Or nous sommes payés par l'État et c'est vrai. Donc il y a toute cette ambiguïté dans laquelle l'Irak n'est pas sorti, et tant qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils feront à la fois le jeu des pressions iraniennes et les jeux des pressions américaines qui sont toujours extrêmement présents. Même les Américains qui ont encore plus de 2000 soldats, voilà, on n'a pas refermé la page de l'invasion américaine. Ils ont décidé, ils se sont dit qu'ils allaient fermer une partie de leur base. Le problème, c'est que c'est pas forcément une bonne idée puisqu'ils sont quand même présents aussi en Syrie et qu'il y a une résurgence possible de Daesh dans ces régions-là. Donc tout ça n'est pas non plus dans un vase complètement indépendant. Juste, j'ouvre une parenthèse pour nos confrères journalistes irakiens qui travaillent avec ce pays et qui sont dans le pays. Dès qu'ils commencent à faire leur travail, ils sont menacés de mort. Aujourd'hui, il y a presque 80% des journalistes vraiment professionnels et tout ça, ils sont obligés de quitter le pays parce qu'ils ont fait un reportage ou ils ont fait une émission de télé qui critique le pouvoir des milices et les armes qui échappent au contrôle de l'État. Donc, ils ne veulent pas entrer dans le processus démocratique. Ils veulent continuer à être des milices qui portent les armes. En fait, l'Irak, et c'est ce qui est la déception de la majorité des Irakiens, ils disent on s'est débarrassé d'une dictature. Là, aujourd'hui, on a une multitude de dictatures qui nous gouvernent. C'est ça le problème. Anne, c'est pas la première fois que vous tournez en Irak. Vous l'avez senti, ce niveau de tension et de pression autour de oui, on peut pas parler de milice. Nous, ça a vraiment été vraiment la ligne rouge constante. On n'a pas trouvé on a vraiment eu du mal à trouver des gens qui s'exprimaient contre eux. Effectivement, on a fait une interview d'un journaliste parce qu'il était hors du pays, quand on l'a fait, qui avait travaillé sur cette zone au sud de Bagdad où les milices, où je crois que vous aviez été aussi, essayer de tourner autour de cette zone
zone qui a été complètement mise sous... George Fassar. Voilà, George Fassar qui a été complètement mis sous... Enfin, qui est un territoire dans lequel on ne peut pas... On l'appelle le triangle de Bermude aujourd'hui, parce que personne ne peut y accéder. On ne sait pas ce qui se passe. Donc les populations ont été sorties, et effectivement, les gens prennent des risques absolument fous à pouvoir parler. Mais ça reste quand même la seule issue possible que ces milices, ne serait-ce que pour que l'Iran et l'Irak sortent un peu du jeu irakien. Pardon, j'aimerais faire une parenthèse pour ceux qui nous regardent. Je fais l'écho de questions que j'ai pu entendre de ci, de là. L'Irak, sauf erreur de ma part, n'a pas été bombardé par Israël ces derniers mois, à la différence de... Écoutez, le prix à payer par les... Non, mais j'aimerais bien qu'on explique à ceux qui nous regardent pourquoi est-ce que l'Irak s'est tenu à l'écart de cette... Alors, juste avant de répondre à cette question, il faut clarifier une petite chose. Enfin, en fait, on ne peut pas comprendre la situation irakienne si on ne travaille pas vraiment les structures de cette société. Parler de milices nationales ou nationalistes, je pense que c'est complètement hors contexte. On n'a pas une nation pour avoir des groupes nationalistes ou des groupes nationaux. Aujourd'hui, vous avez 3 communautés, chiites, kurdes et sunnites, chacun renfermé sur elle-même. Et vous avez des milices chiites, certes, qui cherchent à protéger la gouvernance chiite de l'Irak. Vous avez aussi des forces armées kurdes, pareil, des forces armées sunnites. Et donc, il faut absolument éviter à projeter nos concepts ici en Occident sur un État en totale décomposition. D'ailleurs, il y a plus que 3 nations. Hein. Il y a aussi les Yézidites, les Sunnites, voilà, exactement. les Assyriens. Comme je disais dans le journal, j'ai donné une interview au journal Le Monde, l'Irak est en désintégration totale à ce niveau-là. Et ensuite, si on peut noter un point positif pour l'Irak, depuis le 7 octobre 2023, c'est que le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, c'est un Kurde, ont parfaitement réussi à éviter l'Irak d'être bombardé, d'être attaqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Irakiens n'ont pas pris parti officiellement pour les acteurs en conflit. Et ensuite, bien évidemment, Israël avait un plan d'attaque à 9 reprises. Moi, j'ai pensé que c'était 3. Le ministre des Affaires étrangères m'a corrigé. Il a dit non, c'est 9 fois. Israël voulait frapper l'Irak, mais Soudani est intervenu auprès de Donald Trump et Joe Biden avant pour convaincre les Israéliens à ne pas frapper l'Irak. Mais je reviens encore une fois par rapport aux enjeux de ces élections-là. Le premier enjeu le plus important pour moi, c'est que les Irakiens ont dépassé, si je peux encore parler des Irakiens, ont dépassé les conflits communautaires. Autrement dit, de 2003 jusqu'à 2021, on avait la possibilité de parler d'une conflictualité entre les chiites et les sunnites, entre les arabes et les kurdes. Désormais, la conflictualité, le centre de gravité de la conflictualité, c'est à l'intérieur de chaque communauté. Autrement dit, le conflit, c'est plutôt entre Barzani et Talabani pour les Kurdes. Chez les sunnites, c'est entre Halboussi et... Là-dessus, je voudrais vous entendre... donc, je peux finir oui. Alors, donc, maintenant, une fois les élections finies, le lendemain, l'enjeu principal, c'est comment les gagnants des chiites, les gagnants des sunnites et les gagnants des kurdes peuvent former une coalition pour arriver à 220 sièges. Sur le déplacement de la conflictualité c'est juste une parenthèse sur la question comment ils ont réussi à ne pas être bombardés. Alors, j'ai des sources proches de ce dossier qui ont confirmé qu'il y a eu des accords sur en fait la santé des chefs de milices irakiens. C'est-à-dire, ils ont dit, alors si vous participez et vous ne mêlez pas de cette guerre, vous allez rester en place, on ne va pas vous tuer, parce que les Américains, les Israéliens, ils ont envie de vous éliminer comme Hassan Nasrallah. Alors vous avez le choix entre prendre parti et être éliminé ou rester... Qui leur a dit ça ? C'est les Américains. Et ça, des sources proches de bureaux de Soudani qui ont raconté ça. Ils ont eu cet accord et à Soudani, il est allé lui-même parler à ces gens-là qui ont commencé d'ailleurs, quand il y a eu les rumeurs comme quoi ils vont être frappés, ils ont commencé à partir en dehors de l'Irak. Donc il est parti en disant, il y a un accord pour cette étape. Donc les Américains sont clairs. Pour aujourd'hui, on a cet accord. Vous acceptez, vous restez vivant. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la volonté américaine C'est parce que l'Irak, il est instable, et la région est instable. Il y a la guerre entre la coalition internationale contre Daesh, il y a des installations, donc mettre les soldats de la coalition en danger...
donner aussi de chance pour que, justement, l'idéologie de rendre sacrés les combats qui mènent les milices, quand on fait une guerre comme ça, ce sera la croisade contre les musulmans chiites. Donc, ils ont bien compris qu'il ne faut pas déclencher une guerre, mais il y a des conditions fermes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré leur volonté. Ils ont même... l'idée, c'était quoi? Ils ont montré les installations qui allaient frapper si Soudani sort de cette réunion avec ses chefs sans cet accord. C'est-à-dire qu'ils avaient une liste que là, ça va être tapé là, là, là. C'est passé pas loin, Anne. Parce qu'il faut rappeler aussi que, dans un premier temps, les milices se sont mêlées de ça en début de la guerre à Gaza. Il y a eu énormément de mobilisations, notamment les trois principales et les plus puissantes milices pro-iraniennes, en tout cas alignées, Kateb Hezbollah et les Chouhada, par exemple. Ils ont visé Israël, ils ont visé les camps américains. Il y a eu un mort en Jordanie, si je ne me trompe pas, américain. Et à un moment donné, les Américains ont tapé sur la table. Ils ont droné un certain nombre de chefs de ces milices. Et il y a eu effectivement, depuis plus d'un an, depuis vraiment l'offensive au Liban d'Israël et la façon dont Israël a passé cette ligne rouge en tuant Nasrallah, je pense que les milices irakiennes ont compris qu'elles avaient trop à perdre, qu'elles pouvaient être absolument pulvérisées, et que cette espèce d'état dans lequel elles sont aujourd'hui, qui est assez profitable parce que finalement, ils tirent des ressources assez importantes de l'économie irakienne, et donc tout ça volerait en éclats. Et donc c'est cette espèce de statu quo finalement qui profite quand même un tout petit peu à la paix. Et c'est suite à cette séquence que Soudani s'est cru capable de se détacher de la coalition chiite, parce qu'il a ouvert cette fenêtre avec les Américains. Il a montré aux Américains qu'ils peuvent compter sur lui. C'est pour ça qu'il a construit après cette idée de sortir et faire un parti et reprendre le pouvoir, un deuxième mandat. Mais Soudani est sorti du cadre de coordination sans sortir de l'ordre milicien. Écoutez, la grande différence entre le Liban et l'Irak, la Syrie et l'Irak, le Yémen et l'Irak, et même l'autorité palestinienne, la Palestine et l'Irak, c'est que dans toutes ces zones-là, c'est que l'État ou l'autorité souhaite désarmer les milices. En revanche, en Irak, Mohamed Shia Soudani était clair, avec qui j'ai eu 4 heures de discussion. Il est clair, même lui, l'homme le plus modéré aujourd'hui parmi les chiites, refuse catégoriquement désarmer les milices. Autrement dit, il y a un consensus chiite à la fois parmi les plus radicalisés et les plus modérés à ne pas toucher. Et donc, maintenant... Parce que lui aussi, il a trop à perdre. Bien sûr. Ah bah oui, lui c'est un enfant chiite, il vient de la maison chiite. Sans les chiites, il n'est pas Premier ministre parce qu'il est magnifique, parce qu'il est formidable, parce qu'il est chiite. Si la gouvernance chiite est perdue, c'est que tout le monde perd. Et même Muqtada Sadr, il est opposé au désarmement des milices. Hein. Alors donc maintenant, l'enjeu principal pour Soudani, c'est quoi? C'est que vous avez un Marc Savaï, comme vous l'avez bien dit. Marc Savaï est venu avec trois objectifs. Le premier, désarmer les milices. Le deuxième, couper la main de l'Iran sur l'Irak. Troisièmement, normaliser les relations entre Erbil et Bagdad. Alors, sur les 3 sujets, Mohamed Shia Soudani est en grand danger. Ou bien il obéit à cet agenda américain et il perd la totalité du soutien iranien, les milices, les pro-iraniens à l'Assemblée nationale, ou bien il s'oppose et il perd tout. Anne Poiret, je voudrais vous entendre pour finir, parce qu'on arrive au terme de cette émission, sur ce que disait Adel Bakawan tout à l'heure sur le déplacement de la conflictualité entre communautés à l'intérieur des communautés. Vous l'avez constaté en Irak. Oui, je pense que c'est vraiment l'héritage de Tishrin. C'est-à-dire que Tishrin, c'est un mouvement les manifestations de profondément, ces grandes manifestations de 2019, encore une fois, qu'on a très peu regardé et soutenu, c'est vraiment, c'était les chiites qui étaient dans la rue et qui manifestaient notamment contre la puissance des milices, et qui demandaient des services, mais aussi qui manifestaient contre les milices chiites et le pouvoir de l'Iran et la mainmise de l'Iran. Et c'est vrai que les sunnites étaient extrêmement silencieux, parce que toute manifestation sunnite est perçue ou peut être accusée de terrorisme. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que le changement de régime en Syrie, la chute de Bachar el-Assad et l'arrivée d'Al-Shara, qui est quand même issue de la mouvance djihadiste, est quelque chose qui est terrorisant pour les chiites irakiens, qui légitime à nouveau les milices en disant, vous voyez, on a besoin de nous, puisqu'ils sont à nos portes, et que si on baisse la garde, finalement, vous le disiez, les militaires, l'armée irakienne ne sera pas capable de nous défendre. Ils ne l'ont pas fait en 2014, et donc il n'y a que ces milices qui ont cette légitimité.
Ammar, là-dessus. Et surtout, les milices jouent sur l'affaiblissement de l'armée et le système de gouvernement, parce qu'en fait, ça justifie leur présence. Donc, il y a vraiment un jeu très diabolique, si j'ose dire, pour justement rendre cette armée inapte, finalement. Et sur l'avenir, parce que quand même, après ces élections, l'Irak, quoi qu'il arrive, il va connaître une nouvelle phase. Il y a toujours le danger de partir en guerre, en division. Parce que dans tous les cas, il y a un des deux partis qui aujourd'hui ont une influence directe sur la vie politique irakienne ne sera pas satisfait. Soit l'Iran gagne et elle va continuer, donc l'Irak, il va être sous pression américaine, soit l'Iran va perdre et les Américains, ils vont frapper. Donc aujourd'hui, un Irakien lambda ne voit pas d'avenir meilleur le lendemain de ces élections. Voilà pour la projection, avec assez peu d'espoir pour ces Irakiens qui ont déjà beaucoup souffert. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. On l'a dit, l'Irak, largement passé sous les radars médiatiques, mérite qu'on s'y arrête. Anne Poiré, je ne peux qu'encourager ceux qui nous regardent à regarder l'Irak sous emprise en ce moment en replay sur Arte. Adel Bakawan, la décomposition du Moyen-Orient chez Talandier. Ammar, la révolution assassinée. On peut retrouver votre long format tourné avec Jonathan Walsh sur le site de France 24, bien sûr. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.